je vais rappeler ce qu'étaient les objectifs et les attendus et les questions méthodologiques derrière cette recherche. Et ensuite, donc, Nazarène et Jean-Louis présenteront les parties qu'ils ont fait. Donc, j'explique rapidement. C'est une recherche qu'on a fait à 5 personnes. À l'époque, nous étions une équipe CJB. Je ne suis plus CJB, donc aujourd'hui, l'équipe a un statut qu'elle est en train de se chercher, si vous avez des idées. Donc, voilà. Donc l'équipe était composée de 5 personnes, pardon, 3 sont présentes ici, 2 autres seront absents, et donc leur travail fera l'objet d'autres représentations, etc. On a l'idée de faire avec ça probablement un ouvrage ou un travail, en tout cas, qui sera diffusé. Voilà. Alors, Smaïl m'a ouvert un boulevard, en quelque sorte, même s'il n'a pu mettre que les 2-3 premiers bords de trottoir, donc je vais continuer le boulevard qu'il a ouvert, au moins sur 2 choses. Première chose, sur ces questions de nomination, de dénombrement et de représentation, il faut dire plusieurs choses sur la manière dont les subsahariens sont vus et ont été vus au Maroc à travers les quelques travaux de recherche qui ont été faits. D'abord, une première chose qui est une première évidence et qui nous avait un peu interloqués quand on a fait ce travail, les subsahariens ont été aperçus. Moi, je le dis à ma façon, on s'est aperçu qu'il y avait des subsahariens au Maroc quand ils ont manifesté leur désir de le quitter. C'est quand les subsahariens ont manifesté le désir, entre guillemets, de quitter le Maroc qu'on s'est aperçu qu'ils existaient. Ce qui est assez paradoxal et qui, finalement, politiquement, arrange beaucoup de monde si on y réfléchit. C'est-à-dire qu'en gros, les subsahariens se sont présentés immédiatement au Maroc comme une population embarrassante, je reprends le terme qu'a donné Smaïl, mais politiquement construite comme une sorte de mythologie. Je reviendrai sur cette idée de mythologie de Bird of Passage, c'est-à-dire sur des oiseaux de passage, des gens qui auraient traversé le Maroc dans l'idée d'aller en Europe, d'assumer des parcours migratoires. Et finalement, au-delà de la difficulté de ces situations, au-delà des drames qui ont été signalés, on s'apercevait que cette situation, elle arrangeait beaucoup de monde finalement. Elle arrangeait bien les pays européens qui étaient dans une vision très sécuritaire. Et donc, voyez la menace. Smaïl citait un ministre de l'Intérieur français, on pourrait citer un ministre de l'Intérieur italien qui disait 2 200 000 étrangers en Libye, c'est 2 200 000 étrangers potentiels en Italie. Il a dit dans un discours très officiel, disant ces 2 200 000 étrangers en Libye sont des envahisseurs potentiels en Italie. Donc, on est bien dans une représentation collective de l'envahissement. Donc pour l'Europe, c'était une affaire gagnée, puisque ces oiseaux de passage africains qui étaient là, à la fois manifestaient bien la menace qui pesait sur les côtes européennes, et manifestaient aussi l'idée qu'au fond, d'autres étaient capables de s'en occuper, comme le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Donc c'était tout bénéfice politique. Et je dirais que pour le Maroc aussi, d'une certaine façon, c'était aussi tout bénéfice politique de penser que précisément ces migrants étaient là de passage, ce qui évitait de se poser des questions très compliquées, et qui sont très compliquées, qui sont les questions du statut de l'étranger, la question de la protection. Et je le dis de façon un peu simple, mais il y a 15% de pauvreté, de grande pauvreté au Maroc. Et donc il y a aussi 15% de déficit de droits de la grande pauvreté au Maroc. Si on y rajoute du droit des étrangers par-dessus, est-ce qu'on va donner à des étrangers plus de droits qu'à des pauvres Marocains? C'est une question politiquement insoluble à l'heure d'aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire qu'il y a de la mauvaise volonté politique. Ça veut dire que c'est une question embarrassante, pour le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc, on s'aperçoit au fond que dans les années 2000-2005, c'est fabriqué au Maghreb, mais au Maroc surtout, c'est fabriqué une sorte de mythologie du subsaharien. Le mot subsaharien, d'ailleurs, a été inventé pour cette époque, et on voit bien que si on fait un petit lexique, peut-être Jean-Louis le dira s'il le veut, ou Nazarène, mais si on fait un petit lexique, il y a plein de mots au Maroc pour désigner les Africains de l'autre Afrique, les Noirs, etc., etc. Il y a plein de mots dans l'histoire marocaine, pour une raison simple, c'est qu'il y a plein de façons d'être noir ou d'être subsaharien au Maroc, dans le siècle qui vient de passer. Et que donc en fait, ces subsahariens qui sont arrivés au Maroc, entre guillemets, pour en partir en 2005, qui ont manifesté à Ceuta, etc., sont en réalité une pièce d'une histoire. Smaïl l'a rappelé, oui, il y a une histoire, et il y a une histoire des subsahariens au Maroc.
Et donc ça, c'est le premier, je dirais, c'est la première posture, entre guillemets, de recherche qu'on a pris, c'est de se dire, arrêtons, nous, chercheurs, de considérer que les subsahariens sont des oiseaux de passage au Maroc. Ces subsahariens qui arrivent aujourd'hui, effectivement, dans des logiques de passage, dans des logiques de parcours de migration, ne sont jamais qu'un petit bout de cette longue histoire du Maroc dans son rapport avec l'Afrique, les Afriques centrales, etc. Je rappelle quand même que Hassan II avait signé des accords avec un certain nombre de pays, comme le Sénégal, comme le Congo, etc., pour accueillir des étudiants. Je rappelle que le seul statut de travailleur étranger qui est accordé automatiquement à des nationalités au Maroc, c'est aux Sénégalais, qui ont le droit de venir travailler au Maroc sans passer par la NAPEC, etc. Donc, non seulement il y a une tradition, une anthropologie, entre guillemets, possible de la présence subsaharienne au Maroc, mais il y a aussi tout un appareil juridique, institutionnel, une série de représentations, Jean-Louis va en parler, qui ne sont pas toujours des représentations positives, évidemment, mais il existe une histoire, un fond d'histoire, et donc on s'est dit qu'il faut aller un peu chercher ces éléments-là. Je pense que Nazareth, qui a le plus assuré dans la recherche la partie historique de ce travail, parlera un peu des relations notamment entre le Sénégal et le Maroc, qui sont assez anciennes. Voilà. La deuxième, donc ça c'était la première posture de recherche, c'était de se dire au fond, laissons tomber les mythologies, et dans les mythologies notamment, laissons tomber cette fameuse question de dénombrement. Je voudrais citer deux petites anecdotes pour pas trop alourdir le bateau qui est déjà assez chargé, la pâterasse, on va dire, qui est assez chargée. Deux petites anecdotes. Première anecdote, un chercheur qui est un ami, mais qui m'a demandé de ne pas donner son nom, est à l'origine en fait du premier et quasiment du seul chiffre qui a circulé à propos des subsahariens au Maghreb. Ce chercheur ami s'est pointé un jour à la frontière entre le Niger et l'Algérie, et comme il était désœuvré ce jour-là parce qu'il n'avait rien à faire, comme les hôtesses de l'air dans les avions, vous savez, il s'est mis à compter les Africains noirs qui passaient la frontière au Niger sur une journée. Sur cette base extrêmement scientifique, vous le voyez, il a élaboré un chiffre qu'il s'est amusé à citer, parce qu'il s'est amusé à le faire, s'est amusé à citer. Quand vous faites l'histoire de ce chiffre, vous le retrouvez ensuite à l'intérieur de toute une série de rapports, de recherches faits par des chercheurs très sérieux, qui ont travaillé pour des organismes très sérieux, comme le BIT et d'autres organismes, et qui recitent le chiffre en disant c'est le chiffre de Monsieur X. Naturellement, moi je ne l'ai pas fait. Et ce chiffre, petit à petit, prend une sorte... C'est les effets de rumeur. Les sociologues connaissent bien ce que sont les rumeurs. C'est des effets de rumeur. Et ce chiffre est donc devenu, enfin pas aujourd'hui, mais en tout cas dans les années 2005, ce chiffre était devenu le chiffre officiel, quasiment officiel, de la présence des subsahariens. Deuxième exemple, j'étais dans une réunion, on va dire, très politique, dans un ensemble institutionnel d'un pays que je ne nommerai pas, et dans lequel il y avait une réunion sur les migrations et où il y avait un monsieur avec des cheveux très courts et un veston, etc., qui nous disait que le problème commençait à devenir extrêmement important parce qu'on avait repéré 25 000, chiffre très précis, 25 000 subsahariens dans les bois de Marnia, en Algérie. Vous voyez la précision quand même de la mesure phénoménale, 25 000 subsahariens installés dans les bois de Marnia. J'ai manifesté, comme je suis quelqu'un d'assez, comment dire ça, ouvert à la discussion, j'ai manifesté mon étonnement en disant mais comment vous pouvez avoir ce chiffre-là, etc. Ce monsieur s'est un peu vexé parce qu'il n'a pas l'habitude qu'on lui demande des questions sur ses méthodes. Et ce monsieur m'a dit nous avons fait des comptages par satellite. Donc ce qui veut dire qu'il y a aujourd'hui des satellites extrêmement performants, puisque petit œil, ils sont capables de compter les gens dans les bois, ça on peut imaginer effectivement que techniquement c'est possible, mais de repérer les noirs et la nationalité, puisque je veux dire, ils sont noirs et subsahariens à l'intérieur des bois algériens. Donc moi je suis rassuré en fait que nous avons aujourd'hui des instruments extrêmement performants de repérage et tout ça. Voilà. Ce sont ces chiffres-là, et j'insiste, et je le dis sans plaisanter, parce que je donne des anecdotes, mais les anecdotes, c'est aussi la réalité de la manière dont sont élaborées les données. Nous sommes confrontés aujourd'hui à ces sortes de mythologies qui se fabriquent autour des subsahariens, autour des migrants, etc., etc. Et à l'heure d'aujourd'hui, sauf si Mehdi
Alioua dit le contraire parce que lui aurait fait des travaux plus sérieux en la matière, puisqu'il est un des chercheurs qui a travaillé sur ce thème, avec Anaïs Pierre et d'autres. Mais jusqu'à présent, nous sommes dans l'incapacité, et c'est un acte de modestie de dire ça, nous sommes dans l'incapacité de dire combien de subsahariens aujourd'hui sont présents au Maghreb, sous quelle forme et dans quelle modalité.